En rentrant tard du travail et en trouvant mon mari au lit avec sa maîtresse, dans notre propre lit, je n'ai pas fait de scène. Je suis simplement partie en silence. Le lendemain, ils ont tous les deux eu un choc monumental en consultant leur téléphone. Suivez cette histoire pour découvrir ce qui s'est passé. Mon mariage avec David entrait dans sa 5e année, une période assez longue pour que les gens de l'extérieur nous regardent, et nous couvrent constamment d'éloges en tant que famille américaine modèle. Je travaillais comme cadre intermédiaire dans une grande entreprise pharmaceutique à Chicago. Mon travail était incroyablement prenant, avec des projets qui s'enchaînaient, mais en contrepartie, le revenu était excellent. J'avais la capacité financière de couvrir toutes nos dépenses ménagères, et de subvenir aux besoins de nos deux familles. David travaillait comme directeur des opérations pour une agence municipale financée par l'État. Son revenu n'était pas aussi élevé que le mien, mais en apparence, il se présentait toujours comme un mari calme et dévoué qui ne jouait pas, ne buvait pas excessivement, ni ne passait ses nuits dehors avec ses amis. Ma belle-mère était une veuve qui avait perdu son mari très tôt. Elle avait déversé tout son amour et toutes ses attentes sur son fils unique. Elle se vantait constamment auprès des voisins que j'avais une chance inouïe d'avoir épousé son garçon. Pourtant, elle nourrissait toujours secrètement une rancune parce que je ne lui avais pas encore donné de petit-fils pour perpétuer le nom de la famille. Je croyais en cette façade de paix factice, jusqu'à ce que l'apparition de Chloé expose la terrible réalité de tout cela. Chloé était une nouvelle recrue dans le département de David. Arrivée il y a moins de 6 mois, c'était une jeune diplômée avec un visage innocent et une manière de parler douce et flatteuse. Lors de quelques événements d'entreprise de David, ma famille était présente et, grâce à mon intuition féminine, j'ai remarqué la façon dont Chloé regardait mon mari. C'était totalement différent du respect qu'une subordonnée réserve habituellement à son supérieur. Récemment, David avait commencé à prêter plus d'attention à son apparence. Il avait acheté quelques flacons de parfums coûteux, configuré des codes d'accès à plusieurs niveaux sur son iPhone, et sursautait parfois à la réception d'un SMS. Prétextant une lourde charge de travail, les conversations entre nous, en tant que mari et femme, se sont raréfiées. Je ne suis pas une femme facile à vivre qui se laisse berner par les autres. Par conséquent, j'ai décidé de mettre en place un petit test, pour voir jusqu'où ils oseraient aller. Le projet de lancement du nouveau produit de mon entreprise était dans son sprint final. Pendant toute la semaine, j'étais partie tôt et rentrée tard pour examiner les dossiers du projet. Ce matin-là, avant de sortir mon SUV du garage, je me suis attardée exprès dans le salon et j'ai envoyé un SMS à David. Le message était bref, l'informant que je devais rester au bureau du centre-ville ce soir avec le conseil d'administration pour finaliser les documents d'appel d'offres, et que je ne rentrerais absolument pas dormir à la maison. David a répondu instantanément, me disant de ne pas oublier de bien manger, de ne pas trop travailler, et me promettant qu'il resterait à la maison pour nettoyer l'appartement afin de me faire plaisir. En lisant ce message plein de fausses sollicitudes, j'ai trouvé risible que quelqu'un nourrissant de sombres intentions s'efforce toujours autant de paraître parfait. Ce soir-là, je suis bien restée au bureau, mais le travail a progressé plus vite que prévu. À 3 heures du matin, j'ai finalisé la dernière pile de dossiers sur mon bureau, éteint mon ordinateur, attrapé mon sac de créateur, et je suis descendue au parking. Les rues du centre-ville de Chicago à 3 heures du matin étaient désertes, les lampadaires jaunes projetant une lueur tamisée sur l'asphalte. En traversant les avenues familières, je n'étais pas pressée, espérant encore au fond de mon cœur que mon test échouerait. Mais quand j'ai ouvert la porte et que je suis entrée, mon mari ne dormait pas paisiblement seul. Je me suis garée au sous-sol de notre grand immeuble, j'ai pris l'ascenseur jusqu'au 12e étage, et j'ai marché dans le couloir calme et silencieux. Debout devant notre porte, j'ai tourné la clé avec précaution et lenteur, pour que la serrure métallique ne fasse pas de bruit. La lourde porte en bois s'est ouverte, l'appartement était plongé dans le noir. Au moment où la lumière du couloir a illuminé le paillasson, ma dernière lueur d'espoir a volé en éclats. Soigneusement rangée à côté des chaussures de ville de David, se trouvait une paire d'escarpins Christian Louboutin nus en taille 37. C'était exactement la paire de chaussures que j'avais vu Chloé porter à la fête de fin d'année de l'entreprise de David. J'ai enlevé mes chaussures et j'ai marché pieds nus sur le parquet, sans allumer aucune lumière, me dirigeant droit vers la chambre principale. La porte de la chambre était légèrement entr'ouverte,
un mince filet de lumière s'échappant de la lampe de chevet, illuminant clairement la scène qui s'offrait à mes yeux. Sur le lit conjugal coûteux, avec les draps de qualité que j'avais mis tant de soin à choisir, David et Chloé dormaient profondément, enlacés. Leurs vêtements étaient jetés pêle-mêle sous le rebord de la fenêtre et drapés sur le petit canapé de la chambre. Chloé avait la tête enfouie dans la poitrine de David, tandis que le bras de David l'entourait de manière protectrice. La trahison était là, présente, dans la maison que j'avais achetée avec mon propre argent, sur mon propre lit. La douleur et la fureur ont bouilli en moi jusqu'à leur paroxysme. Mais ma raison m'a immédiatement ramené à la réalité, me rappelant que faire une crise de nerfs maintenant ne ferait que me ridiculiser, et leur donnerait une chance de tout nier plus tard. J'ai sorti mon smartphone de mon sac et j'ai activé l'enregistrement vidéo en haute définition. Debout sur le seuil, j'ai filmé avec soin les yeux clos de David et le maquillage bavé de Chloé, puis j'ai balayé l'objectif sur la pile de vêtements et de lingerie féminine éparpillée sur le sol. La vidéo a duré près de 2 minutes, capturant chaque preuve sans rien omettre. Une fois terminée, j'ai appuyé sur « Sauvegarder », j'ai reculé dans le salon, et j'ai doucement refermé la porte de la chambre exactement comme elle était. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée, j'ai remis mes chaussures, j'ai verrouillé la porte avec soin, et je me suis dirigé directement vers l'ascenseur. Ils étaient trop confiants dans mon mensonge, dormant si profondément qu'ils n'avaient aucune idée que leur condamnation à mort venait de commencer à partir de cette seconde même. Lorsqu'une femme mûre fait face à la trahison suprême, elle ne choisit pas de crier. J'ai choisi de leur faire payer le prix le plus fort, sur tous les fronts possibles. En quittant l'immeuble, j'ai conduit directement jusqu'à un grand hôtel situé à environ 3 km, sur une avenue principale. Le réceptionniste m'a regardé avec surprise, voyant une femme s'enregistrer à près de 4 heures du matin. Je n'ai pas pris la peine de m'expliquer. Prenant la clé de la chambre, j'ai pris l'ascenseur jusqu'au 5e étage, j'ai jeté mon sac sur le lit, et j'ai immédiatement allumé mon ordinateur portable. La chambre d'hôtel sentait légèrement le désodorisant bon marché, mais elle m'offrait un espace de silence absolu pour travailler. Le plan de punition devait être exécuté immédiatement. Avant l'aube, toutes les preuves devaient être sécurisées au plus haut niveau. La première chose que j'ai faite a été d'ouvrir la galerie de photos de mon téléphone, et de télécharger la vidéo que je venais de prendre sur 3 comptes de stockage en nuages différents. J'ai soigneusement envoyé une copie de sauvegarde par email à une adresse secrète dont David ne savait absolument rien. Cette preuve était mon arme la plus importante, et je ne pouvais absolument pas me permettre de la perdre ou de la voir corrompue par un quelconque problème technique. Une fois les médias sécurisés, je me suis connecté à notre système bancaire en ligne. Notre mariage maintenait un fonds commun, mais nos comptes de salaire étaient strictement séparés. J'ai rapidement changé tous les mots de passe des 3 applications bancaires sur mon téléphone, renforçant les couches de sécurité biométrique. Ensuite, j'ai vérifié le compte d'épargne joint actuellement au nom de David. Le chiffre affiché était complètement intact, à exactement 70 000 $. Cet argent provenait en grande partie de mes primes de projet des 2 dernières années, combinées à une petite fraction des contributions salariales de David. J'ai mémorisé ce solde pour me préparer aux prochaines manœuvres juridiques. À 5 heures du matin, le ciel à l'extérieur de la fenêtre de l'hôtel a commencé à virer au gris pâle, signalant qu'un nouveau jour était sur le point de commencer. J'étais assise, recroquevillée dans un fauteuil. Mon esprit calculait chaque étape détaillée pour démasquer le couple adultère. Les prendre en flagrant délit était facile, mais ne laisser au traître aucune marge de manœuvre pour nier, et lui enlever la dignité dont David et sa mère se vantaient toujours, voilà le véritable objectif. David jouait toujours le rôle du mari modèle devant nos familles. Et ma belle-mère défendait toujours aveuglément son fils. Si je produisais simplement la vidéo, il trouverait toutes les excuses pour se justifier, peut-être même en me rejetant la faute pour avoir négligé la famille. J'avais besoin de témoins vivants, de personnes qui ne pourraient pas nier la vérité une fois que leurs propres yeux auraient vu cette scène immonde. J'ai ouvert mon sac et j'ai sorti l'iPad familial partagé, que j'emportais occasionnellement pour lire des documents. La plus grande faiblesse de David était sa négligence technologique. Il utilisait le même identifiant Apple pour son iPhone personnel et cet iPad pour télécharger des applications, synchronisant accidentellement tout le système de messagerie texte.
J'ai ouvert l'application de messagerie et mes yeux sont immédiatement tombés sur les textos aguicheurs qu'ils s'étaient envoyés depuis la veille après-midi, planifiant leur rendez-vous et discutant de ce qu'ils allaient commander pour le dîner chez moi. J'ai soigneusement pris des captures d'écran de toute cette conversation, la sécurisant comme preuve supplémentaire pour contrer toute argumentation potentielle de David. À 6h15 du matin, l'heure à laquelle les personnes âgées se lèvent généralement pour faire de l'exercice, j'ai utilisé mon téléphone pour envoyer un texto à ma mère. Le contenu était très urgent, indiquant que j'étais en déplacement professionnel, mais que les voisins venaient d'appeler pour dire que David était rentré complètement ivre la nuit dernière, et que ce matin, il n'ouvrait pas la porte malgré les coups répétés. J'ai supplié ma mère d'aller vérifier, craignant qu'il ne fasse une attaque à l'intérieur de l'appartement. Immédiatement, j'ai envoyé exactement le même message à ma belle-mère. Elle vivait seule dans une maison de ville en banlieue, à environ 20 minutes en taxi de mon immeuble. Une mère qui chérissait son fils autant qu'elle le faisait paniquerait sans aucun doute, ailerait un taxi, et se précipiterait instantanément en apprenant que son précieux fils unique risquait une attaque et était en danger de mort. Le plan de convocation des parents étant terminé, je suis passée à l'étape suivante. Exactement au même moment, j'ai appelé la ligne directe de la direction de l'immeuble. Ma voix était frénétique, exprimant l'anxiété extrême d'une épouse loin de chez elle. J'ai donné mon nom, lu mon numéro d'appartement, et expliqué clairement que mon mari avait des antécédents d'hypertension et qu'il était seul à la maison la nuit dernière. Son bureau avait appelé ce matin, mais personne ne pouvait le joindre. J'ai exigé que la direction envoie immédiatement des agents de sécurité et appelle un serrurier pour défoncer la porte pour une urgence vitale. Comprenant la gravité de la situation, le directeur de service a immédiatement accepté d'envoyer une équipe à l'étage pour vérifier, et a promis d'ouvrir la porte le plus vite possible. Tout était parfaitement mis en place. La belle-mère, mes parents, la sécurité de l'immeuble, et un serrurier formaient une coalition de témoins absolument impeccable, par une belle matinée. J'ai fermé mon ordinateur portable et je suis allée dans la salle de bain pour m'asperger le visage d'eau froide. En me regardant dans le miroir, mes yeux avaient de légers cernes pour avoir veillé toute la nuit, mais mon regard était incroyablement vif et résolu. J'ai remis ma tenue de travail impeccable, j'ai attrapé mon sac, je suis sortie de la chambre d'hôtel et je suis retournée près de mon appartement, trouvant un coin caché pour attendre que la pièce principale commence officiellement. À 7h-5, je me suis garée sur un parking vide en face de l'immeuble. Assise immobile dans ma voiture, observant à travers les vitres teintées sombres, j'ai vu les rues commencer à s'animer. Le bruit de la circulation et le rythme effréné de la ville se mêlaient au suspense qui montait dans ma poitrine. Exactement comme prévu, à peine 10 minutes après avoir envoyé le texto, j'ai vu mes parents arriver en courant du quartier voisin. Mon père marchait devant tandis que ma mère trottinait frénétiquement derrière lui avec un air extrêmement inquiet. Presque simultanément, un taxi a freiné brusquement devant le hall de l'immeuble. Ma belle-mère n'a même pas attendu que la voiture s'arrête complètement pour ouvrir la portière et en bondir, se dirigeant droit vers le hall des ascenseurs, le visage blême, serrant fermement son vieux sac en toile. J'ai regardé l'horloge sur le tableau de bord. L'aiguille des minutes pointait exactement sur 7h15. Le processus de crochetage de la serrure était certainement en cours au 12e étage. Tout se déroulait exactement selon le script que j'avais écrit. L'espace à l'intérieur de ma voiture était si calme. Je pouvais clairement entendre ma propre respiration, mes yeux ne quittant jamais l'entrée de l'immeuble. Mon téléphone, posé sur le siège passager, s'est soudainement mis à vibrer violemment. L'écran affichait un appel entrant de ma mère. J'ai appuyé sur le bouton de réponse, essayant de maintenir le ton le plus paniqué possible, demandant si elle était arrivée, si la porte était ouverte, si David allait bien, et s'il fallait appeler une ambulance tout de suite. À l'autre bout du fil, la voix de ma mère s'est brisée de rage, accompagnée de sanglots étouffés. Le chaos assourdissant résonnait dans le téléphone. Je pouvais clairement entendre des hommes crier, le bruit d'objets qui se brisent, et des jurons vicieux. Ma mère a hurlé dans le téléphone, exigeant que je prenne ma journée et que je rentre immédiatement à la maison. Elle a crié qu'il n'y avait aucune attaque ou urgence médicale, mais qu'elle avait vu son gendre ramener une femme pour coucher dans le lit de sa fille. Sa voix tremblait d'un profond ressentiment, les mots se coinçant dans sa gorge.
Serrant fermement le volant, je lui ai calmement demandé d'expliquer la situation clairement, et je lui ai demandé si ma belle-mère était présente. Ma mère a répondu distinctement que ma belle-mère était là, et que toute l'équipe de sécurité de l'immeuble était également présente, témoignant du vrai visage de son précieux gendre. Pendant ce temps, ma belle-mère se tenait muette comme une carpe, n'osant pas prononcer une seule syllabe pour sa défense. Ma mère m'a exhorté à rentrer tout de suite pour régler ce désordre immonde. À travers l'appel en cours de ma mère, je pouvais complètement visualiser le chaos qui se déroulait à l'intérieur de cet appartement. Le serrurier venait de faire sauter le pêne dormant, permettant à l'équipe de sécurité et aux 3 parents de faire irruption. Ils se sont précipités directement dans la chambre principale, pensant que David était inconscient sur le sol. Mais ce qui les attendait lorsque la porte s'est ouverte en grand n'était pas un homme malade ayant besoin d'une réanimation, mais David et Chloé, très peu vêtus, dormant profondément dans les bras l'un de l'autre sur le matelas blanc immaculé. Le bruit fort a réveillé les amants en sursaut. David est tombé dans une panique absolue lorsque les lumières vives de la pièce ont été allumées, révélant 2 gardes en uniforme, un serrurier tenant des outils, et 3 parents stupéfaits debout autour du lit. Chloé a poussé un cri perçant, tirant désespérément la couverture pour se couvrir et se recroquevillant au fond du lit pour cacher son visage. David s'est précipité pour trouver ses vêtements par terre, mais la pièce était déjà en plein chaos. Il a attrapé un pantalon et l'a enfilé, le visage sans couleur, sa bouche bégayant des syllabes incohérentes alors qu'il croisait le regard furieux de son beau-père. Mon père est un militaire à la retraite avec un tempérament incroyablement strict. Il n'a pas pris la peine de gronder David. Au lieu de cela, il s'est avancé et a administré une gifle dévastatrice, fracassante, en plein visage de David, le faisant trébucher et s'effondrer sur le bord du lit. Ma mère s'est jetée en avant, avec l'intention d'attraper la couverture enroulée par les cheveux, mais les gardes de sécurité sont intervenus juste à temps, lui conseillant de rester calme. Ma belle-mère, qui tous les autres jours se frappait la poitrine en se vantant de son fils unique tout en bavardant sans fin, se tenait maintenant appuyée contre le mur en bois, son visage vidé de la moindre goutte de sang. Elle s'était complètement pétrifiée, incapable de prononcer un seul mot pour justifier les actions ouvertement dégoûtantes de son garçon en or qui se déroulait sous ses yeux. La présence du personnel de la direction de l'immeuble signifiait que ce n'était plus une affaire privée. Dès le lendemain, tout l'immeuble connaîtrait l'histoire du mari qui avait ramené une femme chez lui dès que sa femme était partie en ville. J'ai raccroché le téléphone, les coins de ma bouche se retroussant légèrement. L'acte d'ouverture avait été un succès massif. David et Chloé avaient été dépouillés de tous leurs masques décents, juste devant les personnes qui avaient le plus besoin d'en être témoins. Il ne leur restait aucune marge de manœuvre pour nier quoi que ce soit. Mais mon objectif n'était pas simplement une confrontation bruyante suivie d'un nettoyage des dégâts, comme d'autres épouses résignées. Je voulais qu'ils paient un lourd tribut sur tous les fronts, y compris leur réputation, leur carrière, et leurs finances. J'ai démarré le moteur, j'ai tourné le volant, et je me suis inséré sur la route principale, me dirigeant directement vers mon bureau d'entreprise au lieu de rentrer chez moi. J'allais quand même travailler aujourd'hui. Je devais résoudre de manière décisive mes dossiers en attente ce matin pour préparer le terrain à une longue bataille juridique à venir. Laisser les adultes gérer le drame chaotique en surface à la maison. C'était moi qui allais sectionner cette tumeur agonisante à la racine. L'atmosphère dans mon bureau ce matin-là était aussi normale que n'importe quel autre jour. Je me suis assise à mon bureau, utilisant une clarté mentale de haut niveau pour approuver les derniers emails du projet. Après avoir envoyé le rapport d'achèvement du projet au PDG, je suis allée aux ressources humaines et j'ai demandé 3 jours de congés payés en raison d'une urgence familiale soudaine. La demande a été approuvée rapidement, car mes indicateurs de performance étaient toujours au sommet du département. Après avoir confié mes tâches à mon adjoint, j'ai verrouillé la porte de mon bureau, retroussé mes manches, et lancé la 2e frappe. Le comportement immonde de David et Chloé ne se limitait pas au cercle familial. Je devais leur faire goûter au sentiment d'être démasqués devant leurs collègues, l'endroit où ils jouaient toujours le rôle de professionnels respectables. Chloé et David travaillaient dans la même agence. Comme il s'agissait d'une organisation financée par l'État, leur code d'éthique pour les fonctionnaires et le personnel était incroyablement strict. Maintenir la réputation interne était une question de survie pour les évaluations de performance de fin d'année.
Et j'ai décidé de frapper juste à ce point faible fatal. J'ai ouvert une fenêtre de navigation privée et j'ai créé un nouveau compte de messagerie ne contenant absolument aucune information personnelle me reliant à moi. J'ai joint la vidéo que j'avais enregistrée la nuit dernière, mais avant cela, j'ai utilisé un logiciel de montage pour supprimer l'audio et flouter mon visage là où il se reflétait dans le miroir de l'armoire. Dans la vidéo, les visages de David et Chloé étaient d'une netteté parfaite. Le lieu était indéniablement notre appartement familier du centre-ville. J'ai rempli les adresses des destinataires, ciblant la boîte de réception générale du département des ressources humaines de David, tout en copiant le directeur de la branche et le président du syndicat. L'objet était concis et percutant, signalant de graves violations éthiques par un cadre intermédiaire. Le corps de l'email exposait clairement les faits. Monsieur David avait une liaison illicite avec sa subordonnée, Chloé, créant un impact toxique sur la réputation de l'agence et détruisant le mariage d'une autre famille. Après avoir vérifié les informations une dernière fois, j'ai cliqué sur Envoyer. C'était une transaction irréversible. La gifle que mon père avait donnée ce matin-là n'était que le prélude. Cette frappe qui mettrait fin à sa carrière était le coup fatal qui empêcherait David de jamais relever la tête. À peine une heure plus tard, le groupe de discussion des épouses travaillant dans mon secteur a commencé à s'agiter. La nouvelle s'est répandue à la vitesse de l'éclair. J'ai appris que lors du briefing exécutif du matin, cet email anonyme avait été ouvert. Le conseil d'administration de l'agence était absolument furieux. David a été immédiatement convoqué dans une salle de réunion à huis clos au 6e étage. Confronté à des preuves vidéo indéniables et d'une définition cristalline, David n'avait aucun moyen de se défendre. Une décision de le suspendre pour 15 jours en attendant un examen éthique a été prise sur le champ. Chloé a reçu l'ordre de rédiger une déclaration formelle de mauvaise conduite et a été temporairement interdite de participer à tout nouveau projet départemental. À 11 heures, j'ai quitté mon bureau pour retourner à l'appartement. L'endroit était maintenant étrangement calme. Le chaos du matin s'était apaisé. La porte en bois portait des marques de rayures laissées par le serrurier, un rappel brutal de l'événement choquant qui venait de se produire. J'ai poussé la porte et j'ai vu mes parents assis sur le canapé du salon, tous deux l'air épuisés et furieux. Ma belle-mère s'était éclipsée à un moment donné, trop humiliée pour affronter mes parents. David était assis à la table de la salle à manger, la tête baissée, ses vêtements froissés et couverts de poussière. En me voyant entrer, mon père s'est levé d'un bond, a pointé la porte et a exigé que je fasse mes valises et que je retourne chez eux immédiatement. Il a déclaré: « Cette maison est invivable maintenant », et a maudit à voix haute l'homme méprisable qui avait ramené une femme de petite vertu pour piétiner notre famille. Mes parents refusaient de me laisser endurer cette humiliation une minute de plus. Je me suis approchée du canapé, j'ai saisi la main de ma mère et je les ai calmement rassurés. « Maman, papa, s'il vous plaît, calmez-vous. J'ai déjà tout réglé. Laissez-moi vous assurer que je ne retourne pas chez vous maintenant. C'est l'appartement que j'ai acheté avec mon propre argent. Celui qui doit ficher le camp d'ici, ce n'est pas moi, mais cet homme infidèle là-bas. » En m'entendant dire cela, David a levé la tête. Ses yeux injectés de sang sont passés de la peur à la défense et à la colère. Il venait de recevoir sa notification de suspension du travail, il savait donc que le scandale qui avait fuité au bureau était certainement de mon fait. Il a grogné, me demandant si j'avais l'intention de ruiner complètement sa vie. Il m'a reproché d'avoir filmé le clip et de l'avoir envoyé à son bureau pour lui faire perdre son emploi et son titre. Il a sifflé, me traitant de femme impitoyable et sans cœur. J'ai éclaté d'un rire dur et je lui ai répondu en plein visage qu'il avait détruit sa propre vie. Il avait ramené une femme pour coucher dans le lit de sa femme, dépenser l'argent de sa femme, et s'attendait pourtant à ce que je leur prépare une soupe au poulet pour le petit déjeuner. J'ai déclaré que je n'avais pas de temps à perdre à discuter avec un imposteur. Puis je suis allé directement dans mon bureau à domicile. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau, j'ai sorti un dossier que j'avais préparé une semaine plus tôt, je suis ressorti et j'ai claqué la pile de papier sur la table en verre de la salle à manger, juste devant David. Des feuilles de papier blanches se sont éparpillées. Au-dessus se trouvait la demande de divorce. Dans la section du demandeur, j'avais déjà signé mon nom d'un trait audacieux et décidé.
J'ai exigé qu'il signe immédiatement pour régler rapidement la division des biens. Je m'occuperai de cela par l'intermédiaire de mon avocat, ai-je annoncé clairement, mes yeux fixés sur l'homme que j'appelais autrefois mon mari, lui ordonnant de faire ses affaires personnelles et de sortir de ma maison sur le champ. Toute trace d'affection était définitivement morte. Au moment où je finissais de parler, Chloé est sortie du coin du salon, l'air d'une épave absolue. Il s'est avéré qu'elle s'était cachée dans l'angle mort près du balcon tout ce temps, trop effrayée pour montrer son visage n'importe où à cause de l'humiliation. Ses vêtements étaient en désordre, ses cheveux étaient un nid de rats, et ses yeux étaient bouffis d'avoir pleuré. En me voyant jeter les papiers du divorce sur la table, elle s'est soudainement précipitée en avant et est tombée à genoux à mes pieds. Chloé a joint les mains, les larmes coulant sur son visage, implorant mon pardon. Elle a sangloté bruyamment, affirmant qu'elle n'avait absolument aucune intention de détruire ma famille. Elle a juré que David l'avait trompée pendant tout ce temps. Chloé s'est justifiée en disant que David se plaignait constamment, affirmant que lui et moi étions séparés depuis l'année dernière et que nous attendions juste que le tribunal divise les biens. Elle a gémi qu'elle n'était qu'une fille naïve fraîchement sortie de l'université qui était tombée dans le piège de cet homme. Elle a insisté sur le fait que si elle avait su que je vivais encore ici et que je m'occupais de la famille, elle n'aurait pas osé franchir cette porte pour $1 million. La performance d'actrice d'une maîtresse prise sur le fait est toujours si parfaite qu'elle en devient comique, mais elle ne pouvait pas tromper quelqu'un qui détenait une montagne de preuves comme moi. Je me tenais les bras croisés, regardant sa prestation théâtrale maladroite. Pas même une dernière once de pitié ne pouvait n'être face à des mensonges aussi flagrants. J'ai fait un pas en arrière pour éviter que les mains sales de Chloé ne touchent mon pantalon et je lui ai dit froidement de se lever. J'ai dit directement, une femme éduquée ne devrait pas s'abaisser à faire des choses viles pour ensuite blâmer les circonstances. J'ai contesté sa logique. Si elle croyait vraiment que nous étions séparés, pourquoi a-t-elle dû se faufiler, attendre que je sois en déplacement professionnel de nuit pour s'introduire dans ma maison pour dormir ? Les gens qui ont été trompés n'agissent pas avec la furtivité calculée des voleurs. Chloé s'est étranglée, ses yeux cherchant désespérément de l'aide auprès de David. Mais David était actuellement trop occupé à gérer sa propre rage. La lâcheté d'un homme infidèle se manifeste lorsqu'il est acculé. Il se retournera et déchirera la partenaire même avec qui il a partagé un lit pour protéger son propre ego pathétique. J'ai ouvert le dossier sur la table et j'ai sorti une pile de papiers standards imprimés. C'était une sauvegarde complète des messages des réseaux sociaux que j'avais extraits de l'iPad de David. J'ai jeté la pile de papier sur la table en verre avec un bruit sec, en montrant la pile et en exigeant qu'ils ouvrent tous les deux les yeux et lisent. J'ai lu les dates et les messages à voix haute et claire. Le 15 avril, pendant que j'étais à l'hôpital pour une appendicectomie, Chloé t'envoyait des textos, m'insultant d'être vieille, et t'exhortant à rentrer à la maison, voler notre livret d'épargne, et l'emmener en voyage à Miami. Je l'ai interrogé. Quel genre de séparation implique de connaître mon emploi du temps exact à l'hôpital pour que vous puissiez planifier des vacances avec mon argent ? À ce moment-là, Chloé est restée complètement silencieuse, reculant vers le canapé, se couvrant le visage et sanglotant violemment, n'osant pas prononcer un seul mot de défi. Voyant que toutes ses preuves étaient exposées, David a abandonné son rôle de gentil garçon. Il a frappé la table de la main, s'est levé d'un bond et m'a foudroyé du regard. David m'a crié de me taire, pointant un doigt vers mon visage, m'accusant de me reposer sur mon argent pour dire ce que je voulais. Il m'a reproché de passer mes journées le nez dans le travail et de rentrer dormir comme un cadavre, sans jamais me soucier des sentiments de mon mari. David a rationalisé qu'un homme confronté à un travail stressant avait besoin d'une femme douce pour s'occuper de lui au lit, pas d'une directrice d'entreprise sèche. Il a déclaré sans vergogne que s'il avait cherché une autre femme, c'est parce que je l'y avais forcé. Parce que je ne savais pas être une bonne épouse, il avait fait une erreur. Mon père, qui se tenait à proximité, n'a plus pu se contenir en entendant les paroles tordues de son gendre. Il s'est avancé, pointant droit vers le visage de David, le traitant d'ingrat. Sa fille allait travailler pour gagner de l'argent afin d'entretenir cette maison et de s'occuper de la famille de David. Pourtant, David osait la remercier en ramenant une femme et en rejetant ensuite la faute sur sa femme. Mon père a déclaré qu'aucun vrai homme ne blâme sa femme pour justifier sa propre dépravation.
J'ai tiré le bras de mon père en arrière, lui conseillant gentiment de ne pas gaspiller son souffle avec ce genre de personne. Je me suis tournée pour regarder David une dernière fois, mes yeux dépourvus de toute émotion vacillante, affirmant chaque mot clairement. Son mariage était un échec total le jour où il avait ramené sa maîtresse dormir dans le lit de sa femme et dépensé l'argent, la sueur et les larmes de sa femme. Si tu es une ordure, admets simplement que tu es une ordure. J'ai ordonné de manière décisive à David de faire ses affaires personnelles et de quitter l'appartement avant 15 heures. S'il ne signait pas les papiers, peu importait. Je demanderais un divorce contentieux. J'ai ensuite appelé la direction de l'immeuble, demandant qu'ils envoient 2 gardes de sécurité pour surveiller le déménagement de David et Chloé afin d'assurer la sécurité. Ils n'avaient absolument aucune possibilité de rester dans cet appartement une seconde de plus. Le lendemain matin, j'ai soumis une demande d'1 semaine de congé payé pour régler complètement les procédures légales. La première chose que j'ai faite ce jour-là a été de me rendre au cabinet d'avocat de Robert, un vieil ami de la famille spécialisé en droit de la famille et du divorce. J'ai apporté l'acte de propriété, le certificat de mariage, une preuve de revenus, et bien sûr la vidéo de l'adultère de la veille. L'avocat Robert a examiné attentivement les documents après avoir entendu mon explication concernant le compte d'épargne commun de 70 000 $ actuellement au nom de David. Il a froncé les sourcils, analysant la situation pratique. Robert a expliqué que même si le compte était au nom de David, il avait été créé pendant le mariage. Selon la loi, il était toujours considéré comme un bien matrimonial. Cependant, demander au tribunal une injonction d'urgence pour geler le compte n'était pas aussi simple et magique que dans les films. Robert m'a clairement expliqué le processus. Nous devions intenter une action en justice, soumettre les documents, attendre que le tribunal l'enregistre, et payer les frais de dossier. Sans compter que pour demander une ordonnance du tribunal pour geler les avoirs, je devrais probablement déposer une caution équivalente au montant gelé pour atténuer les dommages si la demande s'avérait injustifiée. Tout ce processus administratif prendrait au moins quelques jours ouvrables. Robert m'a regardé avec inquiétude, soulignant que puisque David venait d'être suspendu de son travail ce matin-là, il avait tout le temps d'aller à un guichet et de vider les comptes. Si David retirait tout l'argent aujourd'hui, toute ordonnance du tribunal émise plus tard serait complètement inutile, et tenter de récupérer les fonds serait une bataille agonisante. Assise dans le cabinet d'avocat, j'ai rapidement assemblé les informations, réalisant que j'avais besoin d'une solution immédiate pour gagner du temps avant que la loi n'intervienne officiellement. J'ai ouvert l'iPad de David et j'ai affiché la photo du livret de banque physique, des informations de compte que j'avais soigneusement sauvegardées. La plus grande faiblesse du système bancaire est ses protocoles de sécurité stricts. J'ai décidé d'utiliser cette même rigueur pour me noter un mari avide. D'abord, j'ai ouvert l'application de banque mobile sur mon téléphone, j'ai entré le nom d'utilisateur de David, et j'ai intentionnellement tapé le mauvais mot de passe 5 fois de suite. Le système bancaire numérique a immédiatement affiché une erreur et envoyé une notification indiquant que les transactions en ligne étaient temporairement bloquées pour des raisons de sécurité. Toutes les capacités de virement en ligne de David étaient officiellement neutralisées. Ensuite, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le service client de la banque qui avait émis le compte d'épargne. Lorsque l'agent a répondu, j'ai utilisé un ton incroyablement frénétique et urgent, en donnant mon nom, en lisant le numéro de sécurité sociale exact de David, son numéro de téléphone enregistré, son numéro de compte, et le numéro de série du livret d'épargne. J'ai signalé que mon appartement avait été cambriolé ce matin. Toutes les pièces d'identité personnelle, les titres de propriété, et le livret de banque avaient été volés. J'ai exigé que la banque mette en place un blocage d'urgence sur ce compte d'épargne pour empêcher le voleur d'usurper son identité et de retirer les fonds. L'agent a vérifié les informations dans le système et m'a informé que, conformément aux politiques de protection des actifs lors de la réception d'un signalement de perte de documents physiques et de suspicion de fraude, l'ensemble du compte serait immédiatement gelé pour les retraits pendant 24 à 48 heures. Le titulaire du compte devrait se présenter personnellement avec sa pièce d'identité physique à son agence d'origine, remplir un rapport de vérification, et attendre l'approbation du directeur de l'agence avant qu'il ne puisse être débloqué. Cette précieuse fenêtre de temps était plus que suffisante pour que l'avocat Robert finalise la plainte et la dépose au tribunal.
À 11 h, alors que je prenais un café avec Robert dans un café en face du tribunal du comté de Cook pour examiner la requête, mon téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant affichait « David ». Je l'ai mis sur haut-parleur et l'ai posé sur la table en verre pour que l'avocat puisse clairement entendre le vrai visage du traître. Dès que j'ai répondu, David rugissait déjà au téléphone, accompagné de jurons vulgaires. Il a exigé à grands cris de savoir ce que diable j'avais fait au compte en banque, disant que le caissier venait de l'informer que son compte en ligne était bloqué en raison de trop de mots de passe erronés et que le compte physique était sous un gel d'urgence en raison d'un rapport de vol appelé ce matin. La banque a refusé catégoriquement d'autoriser un retrait, exigeant qu'il rédige un rapport d'incident et attende que le service de sécurité vérifie cette pagaille. David m'a amèrement accusé d'essayer de voler son argent durement gagné. En entendant ces cris, j'ai trouvé risible à quel point la cupidité aveuglait cet homme terrible. J'ai pris le téléphone et j'ai répondu avec le ton le plus calme possible. Je lui ai dit que sur ces $70 000, $50 000 provenaient de mes primes de projet durement gagnées. Il n'avait contribué qu'à une infime fraction. J'ai affirmé que je ne volais personne, mais que j'utilisais simplement mon droit légal de protéger mes biens contre quelqu'un montrant des signes évidents de vol et de dissimulation d'actifs. Le tribunal serait l'endroit où l'on distribuerait clairement à qui appartenait cet argent. Et je lui ai dit droit dans les yeux de ne pas s'attendre à retirer un seul centime de cette banque pour acheter des sacs de créateurs ou louer un appartement pour sa maîtresse. À l'autre bout du fil, mêlé au halètement furieux de David, est venue la voix stridente de ma belle-mère. Elle a arraché le téléphone des mains de son fils et a commencé à faire une scène en public. Elle m'a traité de femme méchante et ingrate qui ne pouvait même pas porter d'héritier. Elle m'a défié de porter l'affaire en justice, insistant agressivement sur le fait que son fils avait le droit de prendre la moitié de cet argent parce qu'il avait été le soutien de famille pendant les 5 dernières années. Je ne voulais pas gaspiller mon souffle à discuter avec une mère qui défiait toute logique pour défendre les méfaits flagrants de son fils. J'ai brièvement déclaré que la loi fonctionnait sur la base des relevés de revenus et des preuves d'adultère, pas sur des crachats. Je lui ai conseillé de garder son énergie pour s'occuper de son précieux fils qui faisait actuellement face à la perspective du chômage. En disant cela, j'ai raccroché et j'ai immédiatement bloqué les numéros de David et de sa mère pour ne pas être dérangé. L'avocat Robert a hoché la tête en signe d'approbation de mon action vive et décisive. Cette décision de bloquer leurs finances laissait David et Chloé complètement sur la défensive. Sans argent en main, les 12 promesses d'un homme infidèle révéleraient rapidement leur vraie nature. L'amour construit sur des fondations de mensonges et de matérialisme s'effondrera sur lui-même lorsque le portefeuille se videra. J'ai payé le café, j'ai pris mon sac et mes documents, et j'ai traversé la rue avec mon avocat pour déposer la requête au palais de justice. Mentalement préparé pour les prochaines contre-attaques sales de leur part. Complètement coupé de ses ressources financières et risquant de perdre son emploi alors que le compte d'épargne était bloqué, Chloé a révélé sa vraie nature de voyou acculé. Elle a compris qu'elle ne pouvait pas me combattre légalement, alors elle a choisi d'attaquer le point le plus faible d'un cadre d'entreprise, la réputation et la crédibilité sur les réseaux sociaux. 3 jours après avoir demandé le divorce, j'ai reçu un message de Jessica, une collègue proche de mon entreprise. Elle m'a envoyé un lien avec un texto frénétique m'exhortant à l'ouvrir immédiatement. Le lien menait à une publication dans un immense groupe Facebook local appelé « Mauvais mari et épouse de Chicago », qui comptait des centaines de milliers de membres. La publication avait été faite par un compte anonyme nouvellement créé sans photo de profil. Le titre était en gras et en majuscule, « Dénonciation d'une tyran ETDE violence conjugale ». Je me suis assise patiemment et j'ai parcouru chaque ligne de mensonges fabriqués de toutes pièces dans la publication. L'auteur anonyme prétendait être un membre de la famille de David, se manifestant pour m'accuser d'être un démon déguisé en épouse parfaite. Elle me décrivait comme une maniaque du contrôle financier, donnant à mon mari une allocation exacte de $200 par mois, le forçant à faire toutes les tâches ménagères, de la cuisine au récurage des toilettes. Encore plus dégoûtant, la publication affirmait faussement que j'avais une relation douteuse avec le PDG de mon entreprise pour obtenir une promotion. Et à cause de mon passé de promiscuité, j'étais maintenant stérile et ne pouvais même pas avoir d'enfant. L'auteur a habilement manipulé le récit, transformant David en un gentleman qui avait enduré 5 ans d'humiliation juste pour protéger son foyer.
Le fait que David trouve une autre femme était décrit comme une évasion de l'enfer conjugal, une quête justifiée de bonheur par une victime d'abus émotionnels. La publication ne mentionnait pas un seul mot sur le fait qu'il se soit introduit chez moi pour coucher dans mon lit. Le pouvoir des médias sales est vraiment terrifiant. Dans la section des commentaires, des milliers de personnes m'insultaient vicieusement. Les internautes ne se souciaient pas du bien ou du mal. Ils se sont ligués pour m'insulter avec le langage le plus obscène. Ils m'ont traité de femme stérile et méchante. Ils ont commenté que jeter une femme comme moi était la bonne décision. Certaines personnes ont même retrouvé mon profil personnel, pris des captures d'écran de mes anciennes publications, et les ont ramenées dans le groupe pour se moquer de moi. Mon téléphone recevait constamment des demandes de messages d'inconnus m'envoyant des insultes. C'était le signe d'une crise médiatique visant directement ma réputation personnelle. Mes parents ont également lu ces détails après que des proches leur aient envoyé les liens. Ma mère m'a appelé en sanglotant, le cœur brisé que sa fille soit injustement accusée et tournée en dérision publique. Elle m'a suggéré d'aller en ligne et de poster une correction ou d'appeler cette maîtresse et de lui crier dessus pour me défouler. J'ai gentiment conseillé à ma mère de rester calme, lui disant strictement de ne répondre à aucun commentaire en ligne, de simplement le traiter comme des ordures dans la rue, qui ne valent pas la peine d'être ramassées. Plus on se dispute avec une foule écervelée, plus il est facile de tomber dans le piège de l'ennemi. Je n'étais pas dérangée par les insultes sans fondement. En fait, je voyais que le filet que j'avais jeté rapportait des résultats au-delà de mes attentes. Chloé avait été incroyablement stupide de laisser des traces numériques aussi claires. Avec une concentration de haut niveau, j'ai utilisé mon ordinateur pour prendre des captures d'écran de toute la publication, des commentaires diffamatoires, et j'ai copié les URL de ces comptes anonymes, sauvegardant tout soigneusement dans un dossier séparé. Plus tard dans l'après-midi, j'ai contacté un huissier de justice local pour faire constater et authentifier officiellement toute cette diffamation en ligne. Ce constat d'huissier avait une valeur juridique en tant que preuve au tribunal. Chloé pensait qu'utiliser un compte anonyme pourrait l'aider à se dérober à ses responsabilités, mais elle ne comprenait pas les lois sur la cybercriminalité. Une fois que les autorités s'en mêleraient, l'adresse IP de l'ordinateur qui avait fait la publication mènerait directement à l'auteur. J'avais tout préparé pour contre-attaquer avec un coup décisif qui écraserait complètement leur faux masque et leur prouverait que mettre en colère une femme très logique est une erreur fatale. Le vendredi matin, j'ai apporté les documents authentifiés et mon dossier complet de preuves au commissariat de police de Chicago où vivaient David et Chloé. J'ai officiellement déposé une plainte pénale demandant à l'unité des cybercrimes d'enquêter sur les actes de diffamation et de cyberharcèlement. L'agent d'accueil a jugé mes preuves extrêmement complètes et a promis de commencer la vérification immédiatement. Une fois le côté juridique réglé, je me suis rendue dans un café tranquille niché dans une ruelle. La personne que je rencontrais était Jessica, ma meilleure amie de l'université, qui était actuellement directrice d'une agence de relations publiques et de gestion de crise. Jessica avait un instinct incroyablement aiguisé pour les réseaux sociaux. Quand elle a entendu mon résumé et vu le dossier épais, elle a frappé la table de la main, maudissant furieusement ce groupe de personnes sans vergogne. Jessica m'a dit que j'étais trop gentille, c'est pourquoi ils osaient me marcher dessus. Et elle a promis de m'aider à gérer cela proprement, pour montrer à ces gens ce que cela signifie vraiment de jouer avec les médias. J'ai hoché la tête et j'ai sorti mon arme ultime de mon sac. C'étaient les relevés bancaires détaillés du compte de David de l'année écoulée, que j'avais tranquillement extrait grâce au compte de messagerie personnelle qu'il avait oublié de déconnecter sur l'iPad partagé. J'ai montré les dépenses anormales à Jessica. Le 20 avril, un virement de 5 000 $ à une boutique de luxe pour un sac de créateur importé. Le 10 juin, un paiement de 6 500 $ pour des billets d'avion et une suite d'hôtels de luxe à Miami, et d'innombrables petits virements de 20 ou 30 $ avec des notes comme argent pour le petit déjeuner ou cadeau envoyé directement sur un compte au nom de Chloé. À 20h ce soir-là, pendant les heures de pointe du trafic sur les réseaux sociaux, Jessica est passée à l'action. Une page communautaire massive axée sur les nouvelles locales et le style de vie avec plus d'1 million d'abonnés a soudainement publié une réfutation. Le titre interpellait spécifiquement « La vérité derrière la publication du mari maltraité, démasquer le véritable coupable qui se fait passer pour une victime ». L'article a été peaufiné par Jessica avec un ton objectif et tranchant,
basé entièrement sur des preuves tangibles plutôt que sur un récit émotionnel. La publication résumait les événements, puis déchaînait une série de coups fatals qui ont anéanti la pitoyable façade de David et Chloé. D'abord, des images extraites de la caméra Ring de l'appartement. Elle montrait David déverrouillant la porte et faisant rentrer Chloé à 22h, puis la scène de toute la famille faisant irruption à 7h du matin. Les visages étaient légalement floutés juste assez, mais quiconque les connaissait pouvait facilement dire de qui il s'agissait. Ensuite, des captures d'écran des relevés bancaires que j'avais fournis. L'article soulignait la contradiction hilarante. Un mari prétendant être financièrement maltraité avec une allocation de $200 pouvait en quelque sorte facilement transférer des milliers de dollars pour des sacs de créateurs et des bijoux pour sa maîtresse. Les dates sur les relevés bancaires correspondaient parfaitement au moment où Chloé publiait des photos de ses vacances luxueuses sur sa propre page. Enfin, la publication joignait une photo du récépissé de la plainte pénale déposée auprès du département de police pour diffamation, servant de déclaration ferme que l'épouse n'était pas intimidée et utilisait la loi pour se protéger. En seulement 2 heures, la publication a explosé avec des partages à la vitesse d'un ouragan. L'opinion publique s'est retournée instantanément. Les mêmes personnes qui s'étaient liguées pour m'insulter ont maintenant envahi les pages personnelles de David et Chloé pour les attaquer vicieusement. La foule d'Internet a rapidement découvert où il travaillait et a inondé les pages de l'agence, laissant des critiques à une étoile et exigeant le licenciement de ses employés contraires à l'éthique. À 22h, mon téléphone s'est allumé avec un appel de David. Je l'ai mis sur haut-parleur, assise calmement en écoutant l'homme complètement paniqué à l'autre bout du fil. David m'a supplié de dire à mes amis de retirer la publication, promettant qu'il signerait docilement les papiers du divorce et ne demanderait aucune division des biens. Il a pleuré, disant que l'agence venait d'appeler, menaçant de le licencier immédiatement si ce scandale continuait à se propager. Chloé était tellement harcelée par SMS qu'elle avait dû éteindre son téléphone et se cacher dans son appartement. J'ai pris une gorgée de thé chaud, mon ton doux mais résolu, et je lui ai dit que l'eau renversée ne peut être récupérée. Ils avaient commencé cette guerre médiatique, alors maintenant ils devaient assumer les conséquences. Je l'ai informé que le tribunal avait enregistré la demande de divorce et que je le verrais au tribunal pour régler les choses noir sur blanc. Fini, j'ai raccroché, j'ai complètement éteint mon téléphone, et je me suis endormi profondément, laissant derrière moi une longue nuit de panique pour les traîtres qui goûtaient maintenant aux fruits amers qu'ils avaient eux-mêmes semés. En à peine une semaine après la contre-attaque sur les réseaux sociaux, la vie de David et Chloé s'est complètement effondrée. Sous l'immense pression de l'opinion publique et les plaintes continues des partenaires et du public, le conseil d'administration de l'agence a décidé de résilier unilatéralement leurs 2 contrats. David a officiellement perdu son titre de directeur et le revenu stable dont il était si fier. Chloé était totalement humiliée, trop effrayée pour sortir de son immeuble de peur d'être montrée du doigt par des connaissances, étant devenue le centre du mépris. Acculée, sans argent ni emploi auquel se raccrocher, et avec le compte d'épargne toujours gelé par la banque en attente de résolution, les amants ont commencé à avoir des disputes explosives. Mais Chloé était un renard rusé. Elle a compris que si David la quittait maintenant, elle perdrait tout. Pour renverser la situation, elle a décidé de jouer sa dernière carte maîtresse, frappant droit au désir désespéré de la mère de David pour un petit-fils, une échographie fœtale. Le mardi après-midi, alors que j'étais en réunion de direction dans mon entreprise, ma mère m'a appelé, l'air incroyablement agité. Elle a exigé que je quitte le travail et que je vienne directement chez eux parce que ma belle-mère était arrivée, faisant une scène énorme et criant sans arrêt devant le portail. J'ai dû m'excuser auprès du PDG, prendre mes clés et conduire directement chez mes parents. Dès que j'ai franchi le portail, j'ai entendu la voix tonitruante de ma belle-mère depuis le salon. Je suis entrée et j'ai vu mes parents assis sur le canapé, l'air furieux. Tandis que ma belle-mère se tenait au centre de la pièce, brandissant triomphalement un morceau de papier. David se tenait lâchement derrière son dos, la tête baissée, n'osant regarder personne. En me voyant arriver, ma belle-mère a immédiatement pointé droit vers mon visage, a levé le menton, s'est éclairci la gorge et a déclaré la raison de sa présence. Elle a dit à mes parents que notre famille manquait de bon karma, c'est pourquoi ils avaient élevé une fille inutile qui n'avait pas pu pondre un enfant après 5 ans de mariage.
Elle a fièrement annoncé que Chloé était enceinte du petit-fils de sa famille et que leur lignée ne pouvait pas être laissée aérer dans les rues. Elle a exigé que je connaisse ma place et que je cède l'appartement à David en compensation de sa jeunesse gâchée. Elle a déclaré que puisque je ne pouvais pas avoir d'enfant, je devais partir les mains vides pour faire de la place à son petit-fils. Mon père, rouge de colère, s'est levé d'un bond, prêt à la jeter hors de la maison. Mais j'ai levé la main pour l'arrêter. Je me suis calmement approché de la table basse et j'ai pris le papier de l'échographie pour l'examiner de près. Le papier indiquait clairement le nom de Chloé, notant que le fœtus avait 7 semaines, projeté d'être un garçon. J'ai regardé la date de l'examen, mes yeux se plissant légèrement alors qu'un énorme soupçon traversait mon esprit. Il y a à peine 3 semaines, à la fête de fin d'année de l'entreprise de David, j'avais vu de mes propres yeux Chloé enchaîner les verres de vin rouge et danser énergiquement. Une femme dans les premières semaines de grossesse est généralement extrêmement prudente, souffre souvent de nausées matinales et s'abstient strictement d'alcool. Cette contradiction a déclenché mon intuition. Quelque chose n'allait pas du tout, et une nouvelle pièce de théâtre était en train d'être montée. J'ai feint un soupir, j'ai laissé tomber le papier sur la table, je me suis frotté les tempes et j'ai délibérément affiché une expression épuisée et résignée. J'ai baissé la voix, disant à ma belle-mère, puisque les choses en sont arrivées là, je ne veux pas m'accrocher obstinément à un mari qui n'a plus de sentiments pour moi. Ramenez Chloé à la maison, et prenez bien soin de la grossesse. Quant au bien, je vais revoir et renégocier avec mon avocat. Si c'est raisonnable, je collaborerai avec la banque pour retirer le rapport de vol, débloquer le compte, et donner à David un capital pour démarrer une entreprise et élever son enfant. S'il vous plaît, rentrez chez vous. Ne faites pas de scène et n'affectez plus la santé de mes parents. En entendant cela, ma belle-mère a eu l'air visiblement triomphante, pensant que j'avais cédé à l'étiquette de petit-fils qu'elle avait toujours désiré. Elle a souri narquoisement, disant à David de l'aider à sortir, n'oubliant pas de laisser tomber une remarque sarcastique en partant. Faites juste les papiers rapidement. Ne laissez pas les gens dire que vous êtes une femme amère qui se met en travers du bonheur d'une nouvelle famille. David m'a jeté un regard furtif, suivant silencieusement sa mère dehors, n'osant pas ouvrir la bouche. Il n'avait absolument aucune idée que ma retraite était un piège sophistiqué. J'avais besoin de temps pour vérifier ce papier d'échographie, rassembler clairement suffisamment de preuves, et briser leur dernier espoir fragile. Si c'était vraiment une pièce de théâtre truquée, je leur ferais payer un prix 100 000 fois pire que l'humiliation qu'elle venait de causer à ma famille aujourd'hui. Dès que David et sa mère ont disparu derrière le portail, mon attitude épuisée et résignée a instantanément disparu, remplacée par une détermination acérée. Mes parents m'ont demandé anxieusement pourquoi je leur avais cédé si facilement. Comment pouvais-je simplement remettre mes biens durement gagnés à ces gens impitoyables? J'ai souri et je les ai rassurés, affirmant que je ne les laisserais pas prendre un seul centime. C'était juste une tactique pour gagner du temps, afin que j'aie le temps d'enquêter sur la vérité. La première chose que j'ai faite a été de contacter une agence de détective privée que l'avocat Robert m'avait recommandée. Je leur ai envoyé une photo prise discrètement du papier d'échographie de Chloé. L'objectif était très clair, vérifier l'authenticité de l'échographie et les dossiers médicaux de Chloé à la clinique privée imprimés sur le papier. Avec une avance substantielle payée, l'équipe de détectives a promis des résultats dans les 24 heures ouvrables. En attendant les résultats de l'enquête, je devais faire en sorte que ma belle-mère baisse complètement sa garde. Je lui ai envoyé un texto de manière proactive avec un ton incroyablement doux, disant que j'avais bien réfléchi à ce qu'elle m'avait appris. Après tout, nous avions été une famille. Je ne voulais pas que les choses deviennent trop tendues et affectent le bébé. J'ai suggéré qu'elle dise à David de préparer les papiers. Et ce week-end, je me réunirai pour discuter du retrait du rapport de vol à la banque pour débloquer le compte et donner à David sa part pour sa nouvelle famille. Exactement comme calculé, la cupidité a instantanément aveuglé toute cette maisonnée. Ma belle-mère a répondu par un barrage de messages joyeux, me louant de savoir rester à ma place et promettant de faire en sorte que David suive mes demandes. Il croyait complètement que j'avais été vaincue par la grossesse de Chloé. Le lendemain midi, le détective privé m'a appelé pour me rencontrer dans un café tranquille pour discuter du travail. L'enquêteur a fait glisser un mince dossier sur la table, un air suffisant dans les yeux,
et a fourni des informations qui m'ont fait éclater de rire face à l'imprudence naïve de l'autre femme. Selon leur enquête dans le système interne de la clinique, Chloé était bien allée pour un examen gynécologique ce jour-là, mais le diagnostic était complètement normal. Il n'y avait aucun signe de grossesse. L'échographie que ma belle-mère avait fièrement exhibée était un faux acheté en ligne pour quelques dizaines de dollars, ensuite retouché avec un logiciel de montage pour correspondre à son nom et à la date. Le détective a même fourni des captures d'écran de l'historique des transactions d'un groupe Facebook privé spécialisé dans les faux documents fantaisistes. Tenant des preuves concrètes entre mes mains, un plan impitoyable s'est formé dans mon esprit. Je n'avais pas l'intention de simplement la dénoncer en leur jetant les papiers à la figure. Je voulais que ma belle-mère, la femme qui avait proféré des insultes à ma famille pour un petit-fils, déchire cette pièce de théâtre immonde de ses propres mains. J'ai appelé Madame Higgins, une voisine incroyablement proche de ma belle-mère, qui était notoirement la plus grande commère de leur quartier de banlieue. J'ai intentionnellement joué le rôle d'une belle-fille rejetée, confiant tristement à Madame Higgins que Chloé était enceinte d'un garçon. J'ai subtilement laissé entendre que j'avais un ami qui était le chef de l'obstétrique à l'hôpital Northwestern Memorial et qu'ils avaient actuellement un programme offrant gratuitement des échographies 3D de qualité supérieure et des dépistages d'anomalies pour les membres de la famille. J'ai demandé à Madame Higgins de transmettre le message à ma belle-mère, lui conseillant d'emmener Chloé là-bas pour un examen approfondi, car la nourriture moderne est pleine de toxines et les primipares font face à des risques de santé élevés. Une femme comme ma belle-mère, veuve depuis des années, désespérée d'avoir un héritier, qui aimait les choses gratuites et ne voulait que le meilleur, ne laisserait certainement pas passer cette opportunité. Madame Higgins a tapoté sa poitrine avec enthousiasme, se chargeant de relayer l'information le plus rapidement possible. Pour la dernière étape du plan, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé le docteur Kevin, mon ami proche, qui était le chef de l'obstétrique à cet hôpital. J'ai résumé la situation et je lui ai demandé de soutenir une petite pièce de théâtre directement dans sa clinique. Kevin a éclaté de rire et a accepté immédiatement, me disant de lui laisser tout gérer à la clinique. Il a garanti que les résultats seraient incroyablement authentiques et dramatiques. Le filet final pour la fausse grossesse avait été tissé de manière complexe. Je n'avais plus qu'à m'asseoir et attendre que la proie suffisante entre directement dans le piège parfaitement tendu, juste pour voir comment le visage de ma belle-mère se déformerait lorsqu'elle réaliserait que son précieux petit-fils n'était qu'un bout de papier. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de l'agence de détectives privés. Le directeur a rapporté qu'en élargissant l'enquête sur le cercle social de Chloé, ils avaient découvert un secret fracassant qui allait bien au-delà d'une simple liaison ou d'un litige sur les biens. La gravité de l'information m'a forcé à prendre ma matinée et à me rendre au point de rencontre pour recevoir le dossier immédiatement. Assis dans un coin sombre du café, l'enquêteur a poussé une énorme pile de documents vers moi, commençant à expliquer chaque page avec une extrême prudence. Chloé avait un frère biologique plus jeune nommé Tyler, âgé de seulement 22 ans et récemment diplômé d'un community college. Malgré une absence totale d'expérience ou de références économiques, ce jeune homme était répertorié comme le directeur général d'une société à responsabilité limitée spécialisée dans les médias et la publicité, appelée Apex Creative Media LLC. J'ai froncé les sourcils, parcourant la copie de l'enregistrement de l'entreprise, découvrant que cette société avait été créée il y a exactement 1 an, coïncidant parfaitement avec le moment où Chloé avait été embauchée comme subordonnée de David. L'enquêteur a continué à détailler les découvertes choquantes. Selon les enquêtes sur les flux de trésorerie et les contrats économiques d'Apex Creative Media, ils n'avaient pratiquement aucun client extérieur. L'ensemble de leurs revenus provenait de contrats pour fournir l'organisation d'événements, l'impression de bannières, et des campagnes de promotion interne pour l'agence municipale même où travaillait David. J'ai immédiatement reconnu le problème massif caché derrière ces factures. David était le directeur des opérations, la personne ayant l'autorité de proposer et d'approuver les prestataires de services pour l'agence. Exploitant les failles de gestion, David a conspiré avec Chloé pour créer une société écran avec son frère comme directeur fantoche afin de contourner les réglementations. Au cours de l'année écoulée, David avait continuellement acheminé des contrats lucratifs de l'agence à Apex Creative Media à des prix fortement gonflés, bien au-dessus des taux du marché. J'ai tourné à la dernière page du dossier, qui compilait des relevés bancaires montrant les virements du trésor de la ville vers les comptes de la société écran.
Le total des paiements au cours des 12 derniers mois dépassait 250 000 $. C'était une somme massive détournée des fonds des contribuables, allant directement dans les poches privées du couple. Avec cet argent, il menait une vie somptueuse, faisant des voyages de luxe. David avait même discrètement versé un acompte sur un appartement de luxe au nom de Chloé. Bien que le transfert de titres ne soit pas encore terminé, la cupidité de David avait franchi la ligne d'un mari infidèle à un criminel à part entière. Détourner des fonds d'une agence gouvernementale n'était plus un litige civil au sein de la famille. C'était un détournement de fonds criminels. La peine pouvait signifier des années en prison fédérale ou d'État. J'ai payé l'intégralité du contrat du détective, ajoutant un bonus massif pour les remercier de leur travail efficace et professionnel. Tenant le lourd dossier entre mes mains, je me suis dirigé vers ma voiture. Le soleil dur de midi, brillant à travers les vitres teintées, illuminait les pensées qui tourbillonnaient dans ma tête. Je savais que je détenais une arme de destruction absolue, suffisante pour envoyer David et Chloé en prison. Mais je ne l'utiliserais pas tout de suite. Je devais choisir le moment exact où ils se pensaient le plus en sécurité pour porter le coup de grâce, coupant entièrement la voie de sortie pour ces humains défaillants, les forçant à payer pour chaque dollar sale qu'ils avaient volé. Le plan d'utiliser Madame Higgins pour attirer ma belle-mère dans le piège s'est déroulé plus facilement que prévu. À peine 2 jours après avoir divulgué la rumeur de l'échographie de luxe gratuite, j'ai reçu un texto du docteur Kevin disant que ma belle-mère avait personnellement traîné Chloé pour s'inscrire. Kevin m'a dit de me détendre, de travailler, et de me préparer à entendre le résumé d'une performance digne d'un Oscar depuis sa clinique. À exactement 15 heures, mon téléphone a sonné. Kevin a appelé pour raconter tout l'événement, sa voix débordant de satisfaction. Kevin a dit que ma belle-mère était entrée dans la clinique d'un pas arrogant, se vantant bruyamment auprès des infirmières que sa future belle-fille portait l'héritier, exigeant l'examen le plus approfondi du médecin-chef lui-même. Chloé marchait à ses côtés, l'air timide et désireuse de s'échapper, mais ma belle-mère lui a serré le bras, la traînant jusqu'au bureau de Kevin, ne lui laissant aucune issue. Suivant le scénario convenu, Kevin a demandé à Chloé de fournir son ancienne échographie pour la mettre dans son dossier médical à des fins de comparaison. Chloé a paniqué, inventant une excuse qu'elle l'avait oubliée à la maison, transpirant à grosses gouttes. Mais ma belle-mère a rapidement sorti l'imprimé de son sac à main et l'a tendu au médecin. Elle avait transporté ce faux papier comme un porte-bonheur pour le montrer à tout le quartier. Kevin a pris le papier, a mis ses lunettes pour l'examiner, a délibérément froncé les sourcils, et l'a bruyamment remis en question dans la salle d'attente bondée. Il a pointé le papier et a dit à ma belle-mère, « Le tampon sur ce papier de cette clinique privée est falsifié, et le médecin qui a signé en bas n'existe même pas dans le registre des licences du Conseil médical de l'État. » Le visage de ma belle-mère s'est instantanément affaissé et elle a nié agressivement, disant, « Le docteur doit se tromper. » Kevin n'a pas discuté. Il a demandé à l'infirmière de mettre Chloé sur le lit pour une échographie transvaginale immédiatement, insistant sur le fait que tout devait être basé sur l'imagerie réelle, pas sur un bout de papier défectueux. Chloé a complètement paniqué, feignant des crampes d'estomac pour refuser de monter sur la table d'examen. Mais le soupçon avait déjà germé dans l'esprit de ma belle-mère. Elle a forcé Chloé à s'allonger avec colère, la grondant en disant que les échographies ne font pas mal. Et si le bébé est en bonne santé, il n'y a rien à craindre. L'écran de l'échographe s'est allumé, et Kevin a intentionnellement tourné l'écran complètement vers l'extérieur pour que ma belle-mère puisse voir chaque détail. Il a passé la sonde sur l'abdomen de Chloé plusieurs fois, puis a annoncé bruyamment les résultats devant tout le monde. L'utérus était complètement vide, pas d'embryon, pas de sac amniotique. La muqueuse utérine était fine comme du papier, prouvant qu'elle n'était absolument pas enceinte. Kevin a conclu que l'ancien papier était à 100% une arnaque photoshopée, avertissant la vieille femme de faire attention à ne pas se faire escroquer. La vérité a été exposée au milieu d'une grande clinique hospitalière. Ma belle-mère est restée figée pendant plusieurs secondes. Sa fierté pour son petit-fils s'est brisée en 1 million de morceaux. Elle a réalisé qu'elle avait été menée par le bout du nez et ouvertement escroquée par une petite qui utilisait une fausse grossesse pour extorquer de l'argent et essayer de voler les biens de sa famille. La rage a explosé. Ma belle-mère s'est jetée en avant, attrapant Chloé par les cheveux alors qu'elle se relevait de la table d'examen.
Elle a administré 2 gifles cinglantes au visage de Chloé qui ont résonné dans le couloir de la clinique, la traitant d'escroc immonde pour avoir osé utiliser des enfants pour escroquer ses aînés. Chloé n'a pas osé riposter. Elle s'est couvert le visage, en pleurant, a poussé la porte et s'est enfuie de l'hôpital, laissant ma belle-mère crier au milieu d'une foule de patients qui chuchotaient et pointaient du doigt. En écoutant l'histoire de Kevin, les coins de ma bouche se sont retroussés en un sourire froid. La pièce de théâtre de l'extorsion par grossesse s'était officiellement terminée de la manière la plus tragicomique possible. Ce faux bébé n'a pas pu sauver la situation. Il n'a fait qu'accélérer l'effondrement de leur alliance de mensonges. Ma belle-mère a finalement goûté au sentiment de trahison et de tromperie de la part des personnes même qu'elle avait tant essayé de protéger. La nouvelle de la fausse grossesse est rapidement parvenue aux oreilles de David. Après avoir été brutalement insulté au téléphone par sa propre mère, qui lui a ordonné de mettre Chloé à la porte, David a couru frénétiquement à son appartement pour confronter sa maîtresse. Il n'avait plus l'étiquette d'amour noble ou de victime des circonstances. La vérité étant exposée les a fait se retourner l'un contre l'autre comme des animaux sauvages acculés. J'ai gardé le détective privé sous contrat pour suivre chacun de leurs mouvements, m'assurant de ne manquer aucune manœuvre désespérée. Ce soir-là, dans un café délabré au fond d'une ruelle, David et Chloé se sont rencontrés et se sont disputés si fort que les gens à la table voisine pouvaient entendre chaque mot. David a reproché à Chloé de l'avoir trompé, lui faisant perdre la face avec sa famille et détruisant sa chance de négocier pour sa part des biens avec moi. Il a déclaré leur relation terminée, exigeant que Chloé fasse ses valises et retourne dans sa ville natale cette nuit même. Mais Chloé n'était plus la fille naïve qui pleurait et suppliait. Le masque est tombé, révélant sa vraie nature de voyou impitoyable et calculateur. Chloé a frappé la table des mains, s'est levée, a pointé droit vers le visage de David, a souri narquoisement, et a clairement déclaré « Tu penses que tu peux simplement me larguer maintenant ? Aucune chance. » Chloé a admis que la grossesse était fausse. Mais les 250 000 $ qu'ils avaient détournés de l'agence municipale par l'intermédiaire de la société écran de son frère étaient bien réels. Elle a précisé que tous les faux contrats, les factures de transfert, et les emails de travail envoyés via des comptes cryptés avaient été entièrement sauvegardés sur une clé USB cachée. Chloé a ouvertement exigé une extorsion, forçant David à lui donner 50 000 $ en espèces en compensation de sa jeunesse perdue et de sa réputation. Elle a menacé que si elle n'obtenait pas l'argent d'ici demain, elle remettrait cette clé USB directement au bureau du procureur. Chloé a déclaré froidement qu'au pire, elle s'en tirerait avec une tape sur les doigts en tant que complice mineur, mais que le directeur qui avait directement signé et approuvé le financement, David, pourrirait absolument en prison fédérale. En entendant « procureur », David a paniqué, son visage devenant d'une pâleur cadavérique. Il savait exactement avec quelle agressivité le gouvernement poursuivait le détournement de fonds. Un litige de divorce pourrait lui faire perdre de l'argent, mais le détournement de fonds lui coûterait sa vie. David a maladroitement baissé la voix, suppliant Chloé de lui donner plus de temps pour rassembler cette énorme somme d'argent. Mais d'où viendrait l'argent ? Son compte d'épargne légitime était légalement bloqué par mes manœuvres bancaires, et la demande de divorce divisant nos biens était officiellement enregistrée et gelée par le tribunal. L'argent détourné avait déjà été investi dans un acompte pour un appartement au nom de Chloé qui ne pouvait pas être rapidement liquidé. Dans une panique désespérée, David a décidé de prendre un risque énorme. Il est allé voir la pègre pour un prêt à taux d'intérêt élevé. Le lendemain matin, le détective privé a rapporté que David s'était rendu chez un prêteur sur gage prédateur, une façade d'usurier, opérant depuis un prêteur sur gage près des limites de la ville. Sans garantie de valeur, il a décidé d'utiliser son titre de directeur gouvernemental pour obtenir un prêt non garanti. David a apporté sa carte d'employé, sa lettre de nomination officielle, et son acte de naissance original comme garantie, cachant complètement le fait qu'il était actuellement suspendu en attente d'une enquête. Voyant un client qui était un haut fonctionnaire du gouvernement désespéré d'argent, les usuriers ont accepté de débourser les fonds immédiatement sous une structure de taux journalier prédatrice. David a serré les dents et a signé l'accord de prêt à un taux d'intérêt usuraire, un chiffre assez élevé pour noyer n'importe qui.
Serrant 50 000 $ en espèces dans un sac de sport noir, David a appelé Chloé pour la rencontrer sur un terrain vague en banlieue pour faire l'échange contre la clé USB de preuve. Ils pensaient qu'utiliser l'argent pour se faire taire mutuellement pourrait couvrir leurs crimes monstrueux, complètement inconscients qu'un nœud coulant beaucoup plus grand les attendait. Pendant que David transportait frénétiquement le sac de sport plein d'argent de la pègre pour acheter le silence de Chloé, j'étais assise calmement dans mon bureau, examinant les 2 dossiers épais sur mon bureau. Les gens qui font des choses sales ont toujours la pensée naïve qu'un petit compromis et de l'argent pour le silence leur permettront de s'en tirer. Mais ils ne réalisaient pas que la clé USB de Chloé n'était pas la seule copie existante. Les preuves que je détenais de l'agence de détectives privés étaient infiniment plus détaillées, claires et complètes que ce qu'elle avait sauvegardé. À exactement 10 heures du matin, je me suis rendue au siège de l'agence municipale où travaillait David. J'ai personnellement soumis une plainte formelle de lanceur d'alerte à l'inspecteur général et au comité d'éthique interne. Simultanément, avec l'aide de l'avocat Robert, le 2e dossier contenant toutes les preuves des transactions suspectes a été envoyé directement à l'unité des crimes en col blanc du département de police de Chicago et au bureau du procureur de l'État du comté de Cook. L'allégation d'abus d'autorité pour détourner des centaines de milliers de dollars de fonds publics a provoqué une onde de choc immédiate au sein de la direction de l'agence. Les preuves que j'ai fournies étaient brutalement claires et détaillées, l'enregistrement de la LLC pour la fausse société du frère de Chloé, les contrats de services falsifiés que David a approuvés, et une montagne de relevés bancaires montrant l'argent circulant avant de revenir directement dans les comptes personnels de David. Les autorités ont immédiatement pris l'affaire en main. Cependant, enquêter sur des crimes financiers n'est pas un processus qui se fait du jour au lendemain. La police avait besoin de temps pour tracer l'argent, assigner à comparaître les comptes de la société écran, interroger les témoins concernés, et mener un audit judiciaire pour déterminer les dommages financiers exacts à l'État avant de porter des accusations. Pendant près de 2 mois après avoir déposé la plainte, tout à l'extérieur semblait étrangement calme. David est resté suffisant, pensant secrètement que la pile d'argent qu'il avait remise à Chloé en banlieue ce jour-là avait tout résolu, lui achetant une sécurité absolue. Il attendait même la fin de sa période de suspension pour pouvoir reprendre son poste de directeur comme si de rien n'était. Mais les mailles du filet de la justice se resserrent toujours silencieusement et strictement. 2 mois plus tard, l'audit interne et l'enquête secrète de la police ont finalement conclu leur phase de collecte de preuves. Chaque recoin du flux de trésorerie, chaque signature falsifiée a été clairement vérifiée par la police scientifique, ne laissant aucune place au déni. Ce matin fatidique, David venait de retourner discrètement au bureau pour emballer ses affaires personnelles et se préparer à la passation de ses fonctions lorsque le désastre a frappé. Une force d'intervention composée de détectives spécialisés dans la criminalité en col blanc et de représentants du bureau du procureur de l'État est soudainement apparue dans le département de l'administration. Ils ont lu à haute voix un mandat de perquisition pour son espace de travail et un mandat d'arrêt pour David juste devant des dizaines de collègues stupéfaits. L'ordinateur de bureau de David a été instantanément scellé. Tous les documents d'appel d'offres et les registres comptables liés aux contrats médiatiques des 2 dernières années ont été confisqués et emballés dans des boîtes en carton. La police a ordonné à David de coopérer, l'a menotté, et l'a escorté jusqu'à une voiture de patrouille qui attendait devant le hall pour être emmené pour interrogatoire concernant une fraude financière. La nouvelle que le directeur des opérations avait été conduit hors du siège menotté s'est répandue plus vite qu'un ouragan. Au même moment, dans un complexe d'appartements bon marché en banlieue, une autre force d'intervention a fait une descente dans l'unité, saisissant les téléphones et les ordinateurs portables et emmenant Chloé au commissariat pour interrogatoire en tant que co-conspiratrice au détournement de fonds. Les 50 000 $ qu'elle n'avait pas encore dépensés ont été immédiatement saisis comme preuve. La vérité ne peut être achetée avec de l'argent, ni être enterrée au fond d'une rivière. J'étais assise dans un café en face de l'agence de David, sirotant un thé chaud, regardant les gyrophares des voitures de police s'estomper sur l'avenue principale. Le jeu de cache-cache était officiellement terminé, laissant place à la punition stricte de la loi. Parce que l'affaire était incroyablement complexe, mais que le suspect, David, a offert une confession initiale et avait une adresse fixe. Après une semaine de détention pour interrogatoire, il a été libéré sous caution. Il a été placé en résidence surveillée, interdit de quitter la juridiction, et devait porter son assignation à tout moment pour de futurs interrogatoires.
En sortant derrière les grilles de fer du commissariat, David s'est complètement effondré. Il a réalisé que les preuves que la police a présentées lors de l'interrogatoire ne provenaient pas de la clé USB de Chloé, mais de documents méticuleusement compilés provenant d'un lanceur d'alerte au sein de sa propre famille. Il savait parfaitement bien qu'il n'y avait qu'une seule personne capable et assez impitoyable pour porter ce coup fatal. À 19h, je dînais avec mes parents chez eux quand nous avons entendu des coups frénétiques sur le portail d'entrée. Des cris forts brisant le calme du soir. Mon père a froncé les sourcils et est sorti pour ouvrir la porte. David s'est précipité dans la cour comme un fou, les vêtements en désordre, une barbe inégale sur le visage, l'air hagard et 10 ans plus vieux. En me voyant assise dans le salon, il a foncé droit dedans, ignorant les tentatives furieuses de mon père pour l'arrêter. David a trébuché au centre de la pièce, est tombé brusquement à genoux sur le sol carrelé, et a enfoui sa tête contre le bord du canapé, ses mains agrippant l'accoudoir. Il a sangloté bruyamment, appelant mon nom, suppliant pour sa vie, jurant que la petite Chloé l'avait ensorcelé et manipulé pour créer la fausse entreprise, et qu'il n'avait intrinsèquement aucune intention malveillante de voler des fonds publics. Il a utilisé nos 5 ans de mariage comme bouclier, me suppliant de me souvenir du temps que nous avions partagé un lit et de le sauver de la prison. David a promis qu'il me céderait immédiatement l'intégralité de l'appartement, du SUV, et du compte d'épargne sans condition. Il m'a juste supplié d'aller à la police et de déposer une déclaration sous serment pour abandonner toutes les charges. Mon père se tenait à proximité, regardant cette scène, ses yeux débordant d'un dégoût absolu. Un homme qui, autrefois, agissait avec arrogance, blâmant sa femme pour sa propre promiscuité, était maintenant à genoux dans la lâcheté, implorant la pitié avec des larmes de crocodile. J'ai calmement posé mon bol de riz sur la table, j'ai soigneusement essuyé ma bouche avec une serviette. Je suis restée assise sur le canapé, regardant droit vers le sommet de la tête de cet homme terrible. J'ai parlé clairement, mon volume n'était pas élevé, mais incroyablement résolu. J'ai dit à David d'arrêter de jouer la comédie et de blâmer les autres. Il était un homme adulte, un chef de département. Personne ne lui avait mis un couteau sous la gorge pour le forcer à signer ses contrats frauduleux. Il avait choisi de voler l'argent du gouvernement pour acheter des maisons et des sacs de créateurs pour sa maîtresse. Alors maintenant, il devait avoir le courage d'assumer ses responsabilités devant la loi. J'ai souligné que le détournement de fonds n'était pas un litige familial qui pouvait simplement être abandonné parce que la victime lui pardonnait. Le crime avait été commis contre l'État. Toutes ces supplications étaient vaines. J'ai pris le dossier posé sur le meuble en verre et j'ai sorti l'avis d'audience du tribunal que j'avais reçu quelques jours plus tôt. J'ai jeté le papier, le laissant flotter doucement jusqu'au sol juste à côté du genou de David, exigeant qu'il accepte la réalité. Les biens avaient été gagnés par moi. Je les reprendrai par des voies légales transparentes lors de la prochaine audience de divorce. Je n'avais pas besoin de la charité ou des compromis d'un criminel. J'ai froidement laissé tomber mes derniers mots. Garde tes forces pour t'expliquer au juge. Ne gaspille pas tes larmes dans ma maison. David a levé les yeux vers moi, ses yeux remplis d'un désespoir absolu en réalisant qu'il n'y avait aucune chance de salut. Mon père s'est approché, a attrapé David par le col, a traîné son ex-gendre hors du portail, et l'a verrouillé derrière lui d'un clic sec, ignorant les gémissements pathétiques qui résonnaient dans la rue vide. Je suis retournée à la table. La plus grosse tempête était passée. Maintenant, il était temps d'attendre un jugement équitable de la justice. 2 mois et demi se sont écoulés depuis le jour où j'ai intenté le procès. Le tribunal du comté de Cook a officiellement ouvert l'audience préliminaire pour l'affaire de divorce entre moi et David. Parce que l'affaire impliquait la division de biens importants et montrait des signes de faute conjugale grave, le juge l'a traité avec beaucoup de soin. Ce matin-là, je suis entrée dans la salle d'audience en tenue de travail impeccable, accompagnée de l'avocat Robert, dégageant une confiance absolue. De l'autre côté, David était assis affalé à côté de son avocat commis d'office, le visage visiblement émacié après des jours d'interrogatoires intenses par les enquêteurs financiers. Pour ouvrir le procès, le juge a demandé aux 2 parties d'exposer leurs souhaits. J'ai gardé un ton ferme, demandant au tribunal d'accorder un divorce immédiat car le but du mariage était détruit. Concernant les biens, j'ai demandé la pleine propriété de l'appartement du centre-ville, du SUV,
et des 70 000 $ sur le compte d'épargne. L'avocat de David s'est immédiatement levé pour s'opposer farouchement. Il a cité le droit de la famille, arguant que tous les biens acquis pendant le mariage devaient être partagés à 50-50 selon les directives de base. Il a souligné que David était le soutien de famille qui avait contribué de manière significative à l'entretien du foyer, il ne pouvait donc pas partir les mains vides. Il a prétexté que les erreurs de David n'étaient que des moments de faiblesse. Mon avocat, Robert, s'est calmement levé et a présenté des contre-preuves tranchantes. Il a soumis à voix haute au juge toutes mes fiches de paie des 5 dernières années, prouvant que la principale source de revenus utilisée pour acheter la maison et la voiture provenait entièrement de mon travail. Ensuite, Robert a diffusé la preuve vidéo de l'adultère filmé à l'intérieur même de notre appartement. À cela s'ajoutaient les messages textes montrant David conspirant avec sa maîtresse pour voler les 70 000 $ d'épargne. Les preuves présentées si clairement rendaient l'argument de la partie adverse pour un partage à 50-50 ridicule. L'atmosphère dans la salle d'audience est devenue tendue. Le juge a interrogé sévèrement David sur le fait d'avoir ramené une autre femme à la maison pendant que sa femme était absente. David a bégayé en niant, essayant de sauver les meubles en disant que c'était juste un égarement temporaire parce que sa femme était toujours absente et son travail trop stressant. Cependant, ces faibles arguments ont été rapidement anéantis par les reçus de produits de luxe coûteux et de billets d'avion pour des vacances avec sa maîtresse. Le juge a été très clair. La loi protège les droits légitimes des deux parties, mais elle punit aussi sévèrement les violations éthiques graves, en particulier la destruction intentionnelle du foyer conjugal et la conspiration pour dissimuler des biens communs causant un préjudice au conjoint. Après une suspension de séance tendue, le juge a officiellement rendu son verdict. Sur la base des preuves indéniables, la faute menant à la rupture du mariage reposait entièrement sur David. Pour protéger les droits légitimes de l'épouse, le tribunal m'a accordé la pleine propriété de l'appartement et du SUV. Quant aux 70 000 $ d'épargne, notant que l'origine provenait principalement de mes primes et que David avait l'intention de les saisir illégalement, le tribunal a statué que je garderais 60 000 $. Les 10 000 $ restants ont été accordés à David, mais cet argent a été immédiatement gelé par ordre du procureur de l'État pour servir l'affaire de détournement de fonds en préparation du procès pénal. Le coup sec du marteau du juge a résonné de manière décisive. Le procès était terminé. David s'est effondré sur sa chaise, enfouissant son visage dans ses mains, pleurant silencieusement parce qu'il avait tout perdu. La cupidité et la trahison lui avaient finalement fait payer un prix proportionné. J'ai tenu le jugement dans ma main, sortant des portes du palais de justice avec un sentiment de soulagement qui envahissait tout mon corps. Le ciel dehors était bleu et ensoleillé. Le mariage toxique était officiellement enterré sous l'encre transparente de la loi. 6 mois se sont écoulés depuis le jour où j'ai reçu mon jugement de divorce officiel. Ma vie s'est progressivement installée dans une orbite stable. Le travail se déroulait sans heurts et de nouveaux projets ont été massivement réussis, m'apportant de grosses primes dignes de mes efforts. Pendant ce temps, le prix que les traîtres ont dû payer n'était que le début de leur jour sombre. En novembre, le tribunal fédéral a ouvert le procès pénal lié au réseau de détournement de fonds de l'agence municipale où David travaillait. J'ai assisté à l'audience en tant que partie intéressée, témoignant du dénouement final pour l'homme qui avait autrefois partagé mon lit. À l'intérieur de l'immense salle d'audience, David se tenait à la barre des accusés en combinaison de prisonnier. Il avait l'air d'avoir 20 ans de plus, ses cheveux parsemés de gris, son visage creux complètement dépouillé de l'aura arrogante du directeur qu'il était autrefois. À côté de lui se tenait Chloé, la femme qui m'avait autrefois défié avec confiance, maintenant une épave frêle et tremblante, agrippant la balustrade en bois, ses yeux injectés de sang d'avoir pleuré. Dans la galerie familiale, la mère de David était assise, serrant ses genoux, sanglotant par intermittence, n'osant lever les yeux sur personne dans la pièce. Le procureur a lu un acte d'accusation de 14 pages. Chaque violation a été exposée dans des détails atroces. Abusant de sa position de directeur des opérations, David avait conspiré avec Chloé pour créer une société écran nommée Apex Creative Media au nom de son frère. Ils ont falsifié une série de portfolios et de faux contrats pour fournir des services à l'agence. L'argent des contribuables a été brassé et a finalement été acheminé directement dans les poches personnelles de David et Chloé, pour un total de plus de 250 000 $.
Ce n'était pas seulement une faute professionnelle interne. C'était un crime grave qui portait directement atteinte aux biens de l'État. Face à des preuves irréfutables, y compris des factures, des virements bancaires, et la clé USB contenant toutes les données classifiées saisies par la police, David et Chloé n'avaient absolument aucun moyen de nier leur crime. David s'est étranglé, avouant toutes les charges, prétextant que c'était une cupidité momentanée et la pression du besoin d'argent pour acheter une maison pour sa maîtresse. Chloé a pleuré, accusant David de l'avoir forcé à le faire, affirmant qu'elle n'était qu'une subordonnée sans pouvoir de décider ou de signer des documents. Cependant, la loi n'a pas de place pour les excuses perfides. À la fin du procès, le juge a lu le verdict au nom du tribunal. L'accusé, David, était coupable d'abus de pouvoir et de détournement de fonds, condamné à 5 ans de prison d'État. L'accusée, Chloé, dans son rôle de complice aidant à la dissimulation et à la consommation de biens volés, a reçu une peine de 3 ans avec sursis avec 5 ans de probation stricte. De plus, les 2 accusés ont été tenus solidairement responsables de restituer intégralement les 250 000 $ volés à l'État. Le cri de lamentation de la mère de David a déchiré la salle d'audience lorsqu'elle a entendu la peine de 5 ans de prison prononcée contre son fils unique, le garçon dont elle se vantait toujours fièrement. Les huissiers se sont approchés, ont menotté David, et l'ont escorté jusqu'au fourgon de transport en direction du pénitencier. Chloé est sortie du palais de justice sur des jambes instables, ses yeux vides fixant le néant. J'étais assise tranquillement au dernier rang, témoignant de la fin de toute la pièce. Il n'y avait ni suffisance, ni rire triomphant. J'ai seulement ressenti la présence silencieuse de la justice étant strictement exécutée. Le chemin qu'ils avaient choisi était pavé de mensonges, et sa destination finale était la sentence la plus dure de la loi. La condamnation pénale n'a pas été la fin des tragédies que David et Chloé se sont infligées. Alors que la restitution de 250 000 $ pesait sur la tête de David, il a également laissé derrière lui une dette terrifiante du monde interlope. Les 50 000 $ qu'il avait pris aux usuriers pour acheter le silence de Chloé. Avec le taux d'intérêt usuraire composé quotidiennement et David pourrissant maintenant derrière les barreaux, les usuriers ont immédiatement déplacé leur attention vers les personnes restantes pour recouvrer la dette selon la loi de la jungle. Leur première cible était la mère biologique de David. Même si David avait contracté le prêt à son nom, la règle non écrite du monde interlope a toujours été « le fils doit, la mère paie ». Une fois que le débiteur principal est allé en prison, les voyous se sont immédiatement attaqués à son seul parent à l'extérieur. Quelques jours seulement après le procès, un groupe de voyous tatoués s'est présenté et a jeté de la peinture rouge sur sa porte d'entrée en pleine nuit. Ils ont envoyé des gens se tenir dans sa ruelle tous les jours, insultant, collant ses serrures, et menaçant de saisir sa maison si le principal et les intérêts n'étaient pas payés intégralement. L'intérêt composé a fait grimper la dette à un nombre terrifiant en très peu de temps. Incapable de supporter la pression, les ragots des voisins, et la peur que les voyous puissent la blesser physiquement, la mère de David a vendu en larmes sa seule maison de banlieue pour un prix dérisoire afin de rembourser la dette massive de son précieux fils. Perdant sa maison, perdant son fils, et portant le stigmate d'un enfant en prison pour détournement de fonds, elle s'est complètement effondrée. Elle a dû louer un minuscule studio humide à la périphérie de la ville, survivant avec sa maigre pension. Personne dans le quartier ne voulait avoir affaire à elle. Elle vivait seule, errant sur le marché pour acheter des légumes abîmés. Son rêve d'un héritier et d'une belle-fille obéissante était complètement brisé. Sa propre tolérance pour le mal et sa cupidité sans fond avaient contribué à pousser son fils du haut d'une falaise et l'avaient plongé dans le sans-abrisme au crépuscule de sa vie. Quant à Chloé, même si elle a échappé à la prison avec une peine avec sursis, sa vie n'était pas différente de l'enfer sur terre. Les usuriers savaient parfaitement que Chloé était celle qui était repartie avec les 50 000 $ en espèces lors de l'échange en banlieue. Même si elle a expliqué en larmes que l'argent avait été saisi par la police comme preuve, les voyous ne l'ont pas laissée tranquille. Ils la harcelaient constamment, la battaient, et la bombardaient de menaces de mort. En panique absolue, Chloé a rompu son bail au milieu de la nuit, a emballé quelques vêtements, et s'est enfuie dans sa ville natale rurale pour échapper à la dette. Cependant, la nouvelle de l'affaire de détournement de fonds choquante impliquant la fille du pays s'y était répandue plus vite que le vent. Portant une peine avec sursis, étiquetée comme une briseuse de ménage et une voleuse de fonds publics, elle était rejetée.
Les voisins chuchotaient et la montraient du doigt chaque fois qu'elle sortait. Sa famille, noyée dans la honte, gardait ses portes verrouillées toute la journée. Avec un casier judiciaire sombre et une réputation terrible, Chloé ne pouvait trouver aucun emploi décent dans aucune usine ou bureau local. Elle devait se cacher dans la maison, vivant au crochet de ses parents âgés, faisant face au mépris de toute la ville et souffrant de cauchemars agités à propos des collecteurs de dettes. Le prix de sa cupidité et de son style de vie matérialiste a complètement incinéré l'avenir d'une jeune femme. Après que tous les problèmes juridiques aient été résolus en douceur, et que les personnes terribles aient reçu leur peine méritée, j'ai décidé de nettoyer complètement ma vie. La première chose que j'ai faite a été de mettre en vente l'appartement du 12e étage. Même s'il avait été acheté avec mon argent et aménagé avec mes efforts, il contenait trop de souvenirs toxiques. Je ne voulais pas rentrer du travail tous les soirs, ouvrir la porte, et voir le couloir où je me tenais en filmant cette vidéo ou la chambre qui avait été souillée par la trahison. L'appartement s'est vendu très rapidement à un jeune couple à un prix juste, m'aidant à me débarrasser entièrement du fardeau psychologique. Prenant l'argent de la vente, plus l'épargne que la loi m'a rendue, j'ai décidé de me récompenser avec un tout nouvel espace de vie. J'ai acheté un penthouse de luxe dans un développement haut de gamme surplombant la rivière Chicago, offrant une sécurité absolue, un environnement calme, et une vue panoramique sur toute la ville. J'ai personnellement choisi chaque meuble, changeant complètement le style de design pour un minimalisme moderne. La nouvelle maison était inondée de lumière naturelle, dépourvue de toute ombre du passé, ne contenant que la paix du présent. En décembre, lorsque les premiers frissons de l'hiver ont balayé les rues de Chicago, j'ai organisé une petite fête de pendaison de crémaillère intime chez moi. Les seuls invités étaient mes parents, Jessica, la brillante gourou des relations publiques, et l'avocat Robert, les personnes qui se sont tenues à mes côtés pendant les jours les plus orageux. L'atmosphère était incroyablement chaleureuse. L'odeur de viande rôtie remplissait l'air, se mêlant à l'arôme du vin rouge qui se dégageait de la table à manger. Les rires résonnaient dans le luxueux salon. Ma mère a mis un morceau de viande dans mon bol, ses yeux se remplissant de larmes de joie, disant, en te voyant te relever si forte, ton père et moi pouvons enfin fermer les yeux en paix. Mon père a levé son verre de vin, tapotant l'épaule de Robert, le remerciant profusément d'avoir aidé la famille à traverser la crise et de s'être battue pour la justice. Jessica était assise à côté de moi, me donnant un petit coup de coude enjoué, me taquinant en disant que j'étais maintenant une célibataire en or et que je devais m'habiller pour trouver un homme bien meilleur. Sa blague a fait éclater de rire toute la table. J'ai gloussé, levant mon verre pour trinquer avec celui de Jessica, disant à tout le monde, en ce moment, je suis très satisfaite de ma vie libre. Je n'ai plus peur du mariage, mais je ne suis pas pressée de trouver un nouveau port d'attache. Je veux consacrer tout mon temps et mon énergie à faire avancer ma carrière, à m'occuper de mes parents, et à voyager dans les endroits que j'aime. La douleur de l'ancien mariage ne m'a pas brisée. C'est devenu une leçon inestimable qui a forgé ma résilience et ma détermination. La fête s'est terminée dans une joie complète, marquant un nouveau départ brillant. Quand tous les invités sont partis, je suis restée seule sur le balcon venteux, regardant la rivière scintiller des lumières de la ville. Un sentiment de soulagement et de liberté s'est répandu à chaque respiration. Je me suis battue avec ténacité pour protéger mon honneur et mes biens. J'ai utilisé la loi pour punir les malfaiteurs, et plus important encore, j'ai vaincu l'obscurité au fond de mon âme. L'ancien livre était complètement fermé. Demain, le soleil se lèverait et j'étais prête à écrire un nouveau chapitre, beaucoup plus lumineux, de ma vie. 3 ans se sont écoulés depuis ces événements horribles, et ma vie a atteint un tout autre niveau. Grâce à des efforts acharnés et à des projets réussis consécutifs, rapportant des revenus massifs, j'ai gagné la confiance du conseil d'administration et j'ai été promue directrice régionale pour le Midwest. Le travail était beaucoup plus chargé avec des voyages d'affaires nationaux et internationaux, mais mon revenu et mon statut ont progressé de manière significative. J'étais satisfaite de mon indépendance financière et de la paix solide dans mon âme. Le passé concernant le mari infidèle et la maîtresse sans vergogne s'était estompé avec le temps, devenant des noms lointains jamais mentionnés dans ma vie. Un dimanche de fin juin, le soleil de Chicago tapait comme du feu, la température extérieure grimpant à près de 100 degrés. J'étais assise dans le bureau de mon penthouse, examinant un dossier d'appel d'offres crucial, lorsque mon téléphone a sonné.
Un partenaire exigeait une copie papier avec une signature manuscrite livrée à son bureau dans le district voisin avant midi pour finaliser le traitement. Ne pouvant pas y conduire moi-même car j'étais occupé par une réunion avec le PDG, j'ai rapidement utilisé une application sur mon téléphone pour demander un coursier Uber Connect pour le document urgent. Environ 15 minutes plus tard, l'application m'a notifié que le chauffeur était arrivé dans le hall. J'ai soigneusement scellé le dossier dans une enveloppe rigide, j'ai pris de l'argent pour un pourboire, et j'ai pris l'ascenseur jusqu'au rez-de-chaussée. En sortant du hall climatisé, la chaleur qui se dégageait de l'asphalte m'a frappé le visage, me faisant plisser les yeux. Dans la zone de chargement des invités, un homme portant la veste vert fluo d'une application de livraison de nourriture était assis sur un scooter délabré. Il a utilisé sa manche pour essuyer la sueur abondante de son front, regardant autour de lui, cherchant le client. Je me suis dirigé vers le scooter, appelant le numéro de la plaque d'immatriculation pour confirmer. En entendant ma voix, le chauffeur a rapidement retiré son casque 3/4 pour répondre. Au moment où il a levé les yeux, le temps a semblé se figer pendant quelques secondes. Sous le soleil éblouissant, le visage de l'homme était hâlé et décharné. Ses yeux enfoncés montraient des signes évidents de difficulté. Ses cheveux coupés courts étaient fortement parsemés de gris, incapables de cacher son vieillissement et son épuisement. C'était David. David venait d'être libéré sur parole de prison quelques mois plus tôt pour bonne conduite. Portant le casier judiciaire d'un criminel pour détournement de fonds publics, il n'avait aucun moyen de retourner à une carrière en entreprise ou de trouver un emploi de bureau décent. Pour survivre et rembourser la dette des usuriers qui hantaient encore sa mère, le directeur autrefois arrogant devait maintenant faire des livraisons pour des applications, bravant le soleil et la pluie à travers les rues de la ville. En me voyant debout devant lui dans une élégante robe de bureau de créateur, dégageant l'aura confiante et radieuse d'une femme cadre tenant l'enveloppe du document, les yeux de David se sont agrandis de choc. Ses mains calleuses ont serré le guidon si fort que ses articulations sont devenues blanches comme des os. La honte, l'humiliation, et les regrets ont déferlé dans les yeux de cet homme terrible. David a baissé la tête, évitant délibérément mon regard direct, ses épaules s'affaissant comme s'il essayait de se recroqueviller et de se cacher de la disgrâce. Je suis resté à l'observer en silence, mon cœur complètement calme. Il n'y avait ni haine, ni sarcasme amer, et absolument aucune trace de pitié. À mes yeux, à ce moment-là, il n'était qu'un inconnu fournissant un service de livraison. Je me suis avancé et j'ai tendu l'enveloppe du document à David, indiquant clairement et professionnellement l'adresse de livraison et le numéro de téléphone du destinataire. David a pris l'enveloppe avec des mains tremblantes, hochant légèrement la tête, n'osant pas prononcer un seul mot. J'ai sorti le plus gros billet de mon portefeuille et je l'ai placé dans sa main en guise de pourboire. D'une voix calme, j'ai remercié le chauffeur. Cela dit, j'ai tourné les talons de manière décisive, marchant droit vers les luxueuses portes en verre de l'immeuble. L'air froid du système de climatisation s'est précipité pour embrasser mon corps, chassant complètement la chaleur étouffante de l'été. Je n'ai pas regardé en arrière une seule fois, ignorant le bruit du moteur du scooter délabré qui démarrait et se fondait dans le trafic incessant de la ville. La vie est une série de choix, et chacun doit payer le prix fort pour les siens.